Bien, donc Youssef, comme je vous l'ai dit, est coincé. Et donc, il doit être là. Oui, bonjour Karim, bonjour tout le Ah, monde. ah, parfait. Je vais te mettre en plein écran. Voilà. Eh ben, écoute, c'est à toi. Tu as Eh 30 ben, minutes parce qu'après, on aura faim. 30 minutes. Oh là là là, Oui. il va falloir que j'aille vite. Ok, je vais faire au mieux. Donc, bonjour à tout le monde dans la salle. J'aurais bien voulu être là avec vous, mais c'est pas possible aujourd'hui. Et puis, bonjour aussi à ceux qui, comme moi, sont en ligne. Alors, je vais essayer de faire vite si c'est 30 minutes. L'idée aujourd'hui, donc, c'est de vous parler de l'apport que peut avoir l'Internet des objets. Pour l'analyse de données, ce que j'appellerais une maintenance analytique. Alors, je vais un peu approfondir la démarche que l'on a là-dessus. Alors, je vais présenter rapidement qui je suis, qui est Karl Bergelevro, mais très très rapidement. Et puis après, on va rentrer dans ce qui nous intéresse tous ici en communauté de la maintenance, la question du diagnostic et du pronostic pour la maintenance et la contribution de nouveaux outils numériques tels que ceux de l'Internet des objets ou de l'analyse statistique, de l'IA, pour aller vers de la maintenance analytique. Et puis on le regardera concrètement sur quelques retours d'expérience qu'on a avec des partenaires ou des clients. Et voilà, et je remercie. Alors je les remercie, mais je remercie particulièrement Benoît Lepointe qui est avec vous dans la salle. Et pour savoir qui est Benoît Lepointe, c'est le monsieur qui a posé la question à Darcy en premier. Voilà. Euh, alors, pour aller un peu de l'avant, je vais quand même rappeler. Donc, moi, je travaille à l'équipe recherche et innovation de Karl Bergelevro. Je travaille depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la maintenance, mais vous allez le voir en particulier de la GMAO. Et du coup, vous verrez qu'après la présentation de Karl Bergelevro, j'aimerais bien rappeler quelques des définitions des définitions formelles de diagnostic et pronostic, et dépasser la notion de maintenance prévisionnelle pour parler d'aide à la décision pour la maintenance. Alors, qui est Karl Bergelevro Karl, donc c'est une société du groupe Bergelevro depuis 2018, mais un acteur de ce qu'on appelle la GMAO en France, mais disons plus généralement de la gestion technique d'équipement. Voilà, depuis un peu plus d'une trentaine d'années, on propose une gamme de produits unique qui est centrée sur l'EAM, donc en version web et en version mobile. Nous sommes basés à Lyon, près de Limonest. Nous avons un peu plus de 600 clients, dont une bonne moitié quand même de clients industriels dans différentes industries et 25% de clients plutôt dans la gestion technique du patrimoine pour l'immobilier. Voilà, et donc c'est à peu près 150 collaborateurs qui sont vraiment dédiés à tout ce qui est gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Alors ça fait partie du groupe, comme je le disais, on fait partie du groupe Bergelevro. Donc le groupe Bergelevro, c'est un groupe d'édition de logiciels aussi, un acteur historique à l'origine de l'édition papier pour les collectivités territoriales françaises, mais depuis une quarantaine d'années à basculer dans le numérique avec des outils de gestion pour différents secteurs d'activité, pas que la GMAO donc. Et donc c'est à peu près 2000 employés à travers le monde et plus de 50 000 utilisateurs. Et vous voyez en rouge les zones d'opération sur lesquelles nous avons des bureaux. Voilà, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste un peu reposer le contexte qui nous a amené, nous, éditeurs de GMAO. Donc, je ne prétends pas vous faire un cours et vous donner la définition absolue. Je laisserai Karim faire ça. Mais l'idée, c'est pourquoi, quand on a une GMAO, on peut aussi s'intéresser à des outils numériques tels que BL Predict ou d'autres outils comme Leslie qui a présenté Darcy. Tout simplement parce que voilà, depuis une trentaine d'années dans la maintenance, on est passé du correctif au préventif. Et comme vous le voyez là sur les courbes, un des grands enjeux de façon générale pour l'organisation de la maintenance, c'est de trouver l'optimum. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec la maintenance préventive, et surtout si on fait beaucoup de surpréventif, donc dans cette zone-là,
on va avoir finalement très peu de panne. Par contre, un coût de maintenance extrêmement élevé. Inversement, si on fait du correctif, on aura peut-être un coût de maintenance budgété qui sera relativement raisonnable, mais des risques très importants déjà, et puis de nombreuses pannes. Et donc l'idée, c'est bien sûr de chercher l'optimum. Alors l'optimum, il s'apprécie sur différents critères. Il va s'apprécier, là, comme l'a montré Darcy, par exemple, sur des machines-outils ou des machines critiques, il va pouvoir s'apprécier sur la disponibilité de l'équipement. Mais après tout, en maintenance prévisionnelle, tous les équipements n'ont pas la même criticité et on peut tolérer certaines dégradations dans le fonctionnement des équipements, voire certaines pannes pour des équipements non critiques, et donc plutôt viser à optimiser le coût ou la disponibilité plus globale du système de production et pas d'un équipement en particulier. Et donc cette notion d'optimum va s'apprécier évidemment sur des notions vraiment de diagnostic et de panne, mais elle peut s'apprécier plus globalement sur d'autres critères qu'on va retrouver dans l'organisation de la maintenance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle diagnostic et pronostic? C'est juste, pour le rappeler, ce qui va nous intéresser là dans l'observation, et je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque je crois que Darcy l'a assez bien expliqué, c'est qu'on a ce qu'on appelle un mode normal ou acceptable, on pourrait appeler ça un mode de référence. On voit ça un peu comme on veut, et puis on sait qu'il y a une forme de dégradation qui va se faire dans la machine pour tomber vers un mode de défaillance. Alors des modes de défaillance qui sont normalisés un petit peu quand même avec des outils tels que l'AMDEC et d'autres types d'outils. Et donc on va chercher à, déjà pour le diagnostic, à déterminer comment on va vers le mode dégradé. Et puis le pronostic, c'est est-ce que ce mode dégradé va m'emmener vers une défaillance, et si oui, dans quelles conditions et dans quelle durée. Et donc c'est ça qui va nous intéresser avec deux appréciations complètement différentes. Une est vraiment par le diagnostic, de se caractériser d'un point de vue très technique finalement l'état de fonctionnement d'un équipement ou d'un ensemble d'équipements, donc l'état de santé. Et par le pronostic, on va plus s'intéresser effectivement à des durées de vie résiduelles, mais si on sort de l'équipement en lui-même, à l'impact qu'a le fonctionnement dégradé de l'équipement sur la fonction qu'il remplit. Alors, je ne veux pas parler de machines complexes, mais si on prend des choses relativement simples, une pompe à chaleur qui a un fonctionnement dégradé, elle va nuire au confort des occupants d'une salle, d'une voiture, enfin, si c'est une clim dans une voiture, ou d'un bâtiment complet si la pompe à chaleur gère le chauffage et la climatisation de tout le bâtiment. Et donc c'est bien ça qui va nous intéresser avec des façons d'apprécier cela différentes et viendront en considération par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'optimum, sur des notions au-delà de la maintenance prévisionnelle, en termes d'assistance, sur la recommandation du mode acte de maintenance. Si je le dis de façon plus concrète, sur la recommandation d'ajustement de votre maintenance préventive, si vous en avez une, viendront d'autres considérations au-delà des modes de défaillance qui vont être des considérations organisationnelles ou budgétaires. Alors, si on reste sur le diagnostic et le pronostic, pour faire du diagnostic et du pronostic, quelle stratégie il faut mettre en place? La première chose, c'est qu'il faut savoir observer. Donc effectivement, il faut déterminer quels sont les paramètres à observer. Souvent, ça peut découler d'une AMDEC. Et puis, il faut les observer réellement. Donc là, on va parler de dispositifs d'observation en particulier. Et puis, une fois qu'on a observé ces bons paramètres, et pas la totalité des paramètres, il va falloir évidemment les valider. C'est-à-dire qu'il faut être certain qu'ils sont représentatifs de l'état de santé des équipements et non biaisés, et puis pouvoir mener des analyses d'évolution pour à la fois faire du diagnostic ou du pré-diagnostic d'anomalies, sans forcément les caractériser, et puis après faire de l'extrapolation qui nous emmènerait vers du pronostic. Donc dit en termes de maintenance, on va se retrouver sur maintenance préventive qui devient de la maintenance conditionnelle. Et puis, si on extrapole et qu'on s'intéresse à des dérives, on peut aller vers de la maintenance prévisionnelle. Alors, tout ça a été formalisé
là je l'ai pas inventé, a été formalisé par les, les experts de la maintenance et puis les chercheurs en maintenance. Donc là, c'est un process qui a été un peu formalisé dans les années 2000. Et donc, on voit, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt là, qu'est-ce qui est nécessaire pour un outil d'aide à la décision de la maintenance. Et je parle bien d'aide à la décision, hein. La GMAO ne fournit pas complètement, par exemple, de l'aide à la décision. Elle aide à la gestion, mais elle n'aide pas totalement à la décision. Eh bien, on voit qu'en amont, il faut avoir une capacité de pronostic ou un processus qui aide au pronostic, et donc en amont, une capacité d'observer les équipements. Et donc, on va retrouver la nécessité de collecter des données en continu, en quasi temps réel, la nécessité de définir souvent, là, par de la connaissance maintenance, des alertes et qu'est-ce qu'il faut observer précisément comme information. Donc, typiquement, quelle visualisation de données il faut faire, quel tableau de bord. Et puis, des outils qui vont nous aider à assister l'utilisateur en faisant de la détection d'anomalies, notamment de la détection d'anomalies non supervisées, comme vous venez d'en discuter juste précédemment dans la salle, mais aussi de découvrir des nouveaux modes de fonctionnement, et notamment, si vous avez en tête le schéma que vous avez vu 2 planches avant, de détecter des modes de fonctionnement qui sont des modes de transition qui emmènent vers un état dégradé de l'équipement. Voilà, et puis en finalité, mais ça c'est quelque chose de très difficile, et je crois que Darcy l'a assez bien expliqué, à généraliser, évidemment, d'arriver vers l'estimation du temps de vie résiduel du RUL. Alors pour faire ça, c'est très bien de dire qu'il faut de la technologie. Il y a plusieurs choses. Bien sûr, il faudra de la technologie, on va y venir, mais il faut aussi une maintenance organisée en ce sens-là. Et c'est quand même l'élément le plus important pour démarrer. Et effectivement, si vous avez une maintenance, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est juste que ça ne sera pas possible d'aller vers ces processus-là. Si vous avez une maintenance qui est organisée avec, voilà, on va parler de l'outil de gestion le plus connu au monde qui est Excel, qui est organisé dans Excel avec des mesures qui sont faites, et la connaissance de la mesure, elle est gardée par votre équipe technique, c'est-à-dire que sa connaissance n'est pas partagée et organisée, ça va pas être possible. Donc, il va falloir un minimum de structuration, de décomposition de votre parc équipement, de comment il est géré, de comment vous organisez votre maintenance, donc à travers, bien sûr, des AMDEC, des arbres de défaillance, des plans de maintenance prévisionnels. Bref, que tout ça soit documenté, que l'expertise soit globalement partagée. Et ensuite, on pourra venir, évidemment, y greffer un dispositif de surveillance et d'aide au diagnostic. Voilà pour un peu poser les bases, et donc vous allez comprendre assez rapidement l'approche que l'on a prônée dans BL Predict, comme on l'a envisagé. BL Predict, concrètement, donc c'est une plateforme d'Internet des objets industriels avec des algorithmes dédiés à la maintenance. Donc c'est vraiment une plateforme IoT dédiée à la maintenance. Alors les plateformes IoT, il y en a beaucoup, des très génériques. Là, on est venu nous se positionner sur notre expertise naturelle en tant qu'éditeur de GMAO, qui est la maintenance, et notamment la capacité que l'on va avoir à valoriser les connaissances que nos clients ont documentées finalement dans leur système de GMAO. Alors première chose, pour comprendre quand même de quoi on parle, bon, l'Internet des objets, c'est pas vraiment une technologie en soi, c'est plus un principe comme Internet en tant que tel. Et l'idée fondamentale qu'il y a dans notre solution, c'est de mettre en relation directement, comme on sait le faire aujourd'hui sur Internet, un équipement avec un individu, qui peut être donc, là en l'occurrence, le service technique, mais pas que, hein, ça peut être l'usager, qui peut être un occupant dans une salle ou un agent de production pour une machine-outil, et le système d'information. Et de faire circuler de façon très standardisée l'information entre tous ces systèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, évidemment, c'est possible. Donc, on aurait pu vouloir faire ça dans les années
80, mais dans les années 80, il y a surtout de l'automatisme. Et ça devient possible tout simplement parce qu'il y a effectivement une généralisation d'Internet, mais il y a aussi une certaine maturité et la suppression d'un certain nombre de barrières à l'entrée qui font qu'il est dorénavant possible d'analyser massivement des données ou d'analyser des données en temps réel, et puis d'équiper à des coûts raisonnables, donc avec un ROI acceptable, des équipements. Cela étant dit, à partir du moment où on se met dans cette logique-là, on doit avoir une attention très particulière à la gestion de la donnée, et notamment à sa sécurité et au fait qu'elle soit inviolable. Alors on le verra dans les illustrations que je vais vous montrer. Alors, de nouveau, pour bien comprendre, puisqu'on va parler d'objets connectés après dans les illustrations, d'objets connectés notamment industriels. Alors, un objet connecté, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas un capteur. Pardon, c'est un peu plus que ça. C'est un ensemble. Donc, c'est un dispositif qui est par principe autonome, qui est actif et qui a au moins 3 de ces caractéristiques-là. C'est-à-dire qu'il mesure quelque chose, donc il a un ou plusieurs capteurs intégrés. Il a sa propre capacité de traitement du signal, puisque le monde, tout ce que l'on observe, ce sont des phénomènes physiques et le monde est analogique, donc il faut les pré-traiter. Et il est autonome pour se connecter à un réseau de type Internet, comme je l'évoquais précédemment. Donc vous avez des objets Internet, des objets connectés très connus, grand public. Ah oui, il apparaît en blanc, c'est marrant. Je vais le mettre là. Un smartphone, voilà, ça c'est un objet connecté. Bien sûr, dans le monde industriel, on en a bien d'autres. Et là, vous voyez un cas que l'on fait justement avec les équipes de Benoît Lepointe, avec Alstev Group, et donc un objet connecté un peu plus industriel. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, et donc BL Predict, fondamentalement, ça va vous permettre de faire ça, de venir mesurer le monde physique, véhiculer ces informations, les stocker, puis les exploiter dans une visée d'amélioration de la maintenance, que votre objectif soit de la maintenance prévisionnelle ou un autre objectif. Ça peut être dans un premier temps déjà de la maintenance conditionnelle, et donc d'interopérer avec une partie, évidemment, avec les experts de la maintenance, mais aussi, comme je disais, avec le système d'information, et notamment avec les outils de GMA. Voilà, donc on va y retrouver des grandes fonctionnalités de comment gérer les objets connectés. Il est évident, j'ai entendu la question sur la perte, les coupures de réseau, etc. Il est évident que pour que ce système soit pertinent et vous donne des informations fiables, il faut que la chaîne de collecte de données soit fiable. Ça, c'est un des enjeux importants qui n'est pas toujours si simple à mettre en œuvre dans tous les contextes. Donc, il y a une gestion des objets connectés dans BL Predict. Alors, je dis bien une gestion, pas la fourniture des objets connectés. Et puis, après, évidemment, savoir stocker ces séries temporelles, ces grands volumes de données, et avoir des logiques d'analyse et de transformation adaptées à la maintenance. L'idée étant, si vous êtes toujours dans votre industrie, dans votre entreprise, vous n'êtes pas dans une stratégie en général d'Internet des objets, mais que vous, en tant qu'équipe maintenance, vous voulez le faire, vous soyez en capacité de le faire à travers toute la chaîne de valeur de l'IoT, et donc que BL Predict puisse vous traiter une grande partie de la chaîne de valeur en supprimant quelques barrières à l'entrée. Voilà, alors techniquement, ça fonctionne avec une logique d'Internet. Vous allez retrouver un bus avec de l'interopérabilité. Et l'élément clé, c'est un moteur de règles et des algorithmes dédiés à la maintenance qui vont s'appuyer sur les données collectées, mais aussi, chose très importante, vous avez discuté précédemment de notions de supervisé, non supervisé. Une des premières informations qu'on peut exploiter, c'est pas exactement de l'apprentissage supervisé, mais c'est d'exploiter les historiques de maintenance quand ils sont présents et quand ils sont fiables. Mais d'essayer quand même d'exploiter ces connaissances de l'équipe maintenance et de votre parc équipement qui peut être disponible dans une GMAO, et donc de venir mettre en œuvre un certain nombre d'algorithmes qui vont vous aider à prendre des décisions sur la maintenance, et donc notamment des recommandations sur comment ajuster les interventions, éventuellement générer des alarmes, des demandes d'intervention, etc. Alors je vais vous le montrer un peu plus en détail.
Donc vous allez retrouver les différents modules, comment gérer les objets. Je crois qu'il faut que je zoome un tout petit peu, donc je vais essayer pour que vous voyez un peu l'écran, mais gérer les objets, c'est ça, hein, c'est de dire cet objet, de quelle technologie il est, comment on communique avec lui, et puis, notion très importante, comment il a apparaît fonctionnellement, c'est-à-dire il est sur quelle machine, et cette machine, comment elle est identifiée dans votre système de gestion, donc quel est son code GMAO ou son code ERP, et quelles sont ses propriétés. Et donc potentiellement, on est capable de récupérer une partie des informations techniques de gestion de cette machine qui auront du sens quand on voudra faire de l'analyse. Voilà, l'autre partie intéressante, c'est évidemment, vous allez avoir des tableaux de bord. Là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, on verra après. Et puis, comment ça peut s'intégrer en termes de modalités avec votre processus maintenant géré dans une GMAO. Évidemment, la capacité d'observer, ça peut être utile quand même pour les experts techniques, c'est-à-dire qu'en plus de leurs observations fondées sur leur expertise quand ils sont devant un équipement, pourquoi pas à distance, ils vont pouvoir voir des données collectées en temps réel sur cet équipement-là. Et puis, on va pouvoir aller un peu plus loin, puisque vu qu'on fait de l'appairage, on va pouvoir déclencher des mesures dans les points de mesure d'une GMAO et aller vers de la maintenance conditionnelle, voire de la maintenance prévisionnelle ou de la maintenance recommandée, c'est-à-dire que sans forcément faire de la prévisionnelle, et on verra, c'est un peu ce qui peut déboucher sur le cas d'Alstef Group, de venir ajuster vos plans de maintenance pour qu'ils soient plus systématiques ou calendaires et qui viennent se fonder sur des mesures qui ne sont pas forcément des mesures techniques, qui peuvent être des mesures d'usage ou de services rendus par l'équipement. Et donc d'avoir une maintenance qui est ajustée finalement sur les contraintes de production. Voilà, alors les alertes, il faut pouvoir les configurer facilement. Donc les outils sont pensés pour configurer facilement les alertes et émettre des alertes vers différents systèmes. Et bien sûr, dans les différents systèmes, on va retrouver le classique, les mails, des logs et la GMAO lorsque vous en avez une. Et enfin, vous allez retrouver des modèles d'IA qui sont dédiés à la maintenance. Je vous l'illustrerai juste après. Et ça vous permet en fait d'avoir une maintenance qui vient s'organiser. Finalement, c'est souvent le bénéfice qu'on donne pour l'Internet des objets en général et pour l'intelligence artificielle, c'est que vous allez pouvoir réviser votre offre de valeur. En tant qu'équipe maintenant, vous avez quand même une offre de valeur. On connaît quand même suffisamment d'équipes de maintenance pour savoir que la vision de considérer la maintenance comme un centre de coût est une vision quand même un peu erronée et un peu ancienne. Et que la maintenance, lorsqu'elle s'organise, elle devient aussi un centre de profit à différents degrés pour l'industrie ou pour la production tout court, à différents degrés parce qu'elle peut contribuer à l'amélioration de la production, elle peut contribuer à l'amélioration de la qualité et elle peut contribuer à l'amélioration des coûts par la qualité, mais aussi, dans certains cas, par la performance énergétique. Et concrètement, c'est juste pour le dire, on peut féliciter Alstef qui, dans sa démarche de maintenance prévisionnelle, a réussi à la valoriser comme un système à part entière qui a de la valeur ajoutée et pas juste un mal nécessaire, qui a de la valeur ajoutée, bien sûr, pour eux, en tout cas je l'espère, ça Benoît pourra vous le dire, et puis de la valeur ajoutée, évidemment, pour leurs clients. Alors, je vais faire quelques illustrations. Ces illustrations, je vais vous en faire deux. J'ai choisi de faire des illustrations sur deux partenaires. Enfin, je vais montrer aussi un autre cas client, mais un partenaire du monde des objets connectés qui voulait mettre un peu d'intelligence maintenance dans ces objets connectés. Donc, BL Predict lui sert à ça. Un partenaire client industriel avec qui on a fait de la co-R&D, donc Alstef Group. Et puis, aussi un autre cas d'utilisation avec une collectivité pour la gestion de ces infrastructures, donc la métropole du Havre et notamment la gestion de leur nouveau stade très moderne qui avait été construit pour l'Euro en 2016, donc le stade Océane et la gestion donc technique de ce patrimoine-là.
Premier point, donc une offre qu'on appelle IGO, mais un projet qu'on appelle IGO. Donc on travaille avec Adonis, qui est un des leaders français dans les objets connectés universels. Hein. Je ne parle pas d'un des segments très précis, parce qu'il y a aussi Bosch, Siemens, Schneider Electric, mais là on parle vraiment d'objets connectés. Et donc Adonis commercialise un objet connecté qui est celui-ci, qui s'appelle le Delta P, et qui est un système donc qui fonctionne sur pile, hein, et que vous venez mettre sur des centrales de traitement d'air, et ça mesure la consommation d'énergie et le différentiel de pression. Et avec ça, ça permet de faire du monitoring. On a travaillé ensemble pour le coupler à BL Predict dans une philosophie donc de edge computing. Et l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on pourrait embarquer dans cet objet-là une capacité de service de maintenance. Donc, une capacité de l'objet, pas seulement de relever de mesures, mais plutôt là d'envoyer une information qualifiée et d'envoyer un pré-diagnostic disant il y a une anomalie sur ce système sans savoir la qualifier, ou, autre cas d'usage, l'encrassement du filtre, de faire une prévision sur l'encrassement du filtre des centrales de traitement d'air. Voilà, donc là il y a une utilisation de BL Predict, et notamment la capacité de BL Predict à déployer, donc qui est une solution SaaS, hein, mais qui est aussi capable de déployer des algorithmes dans le edge, et donc de prendre ces modèles prévisionnels, de les adapter pour qu'ils soient exécutés dans de l'embarqué. Donc là, c'est typiquement ce qui a été fait avec Adonis, qui donc a une solution qui s'appelle le Smart Delta P, et donc qui permet un monitoring intelligent des centrales de traitement d'air. Voilà, et donc dans le principe, hein, ce que ça fait, c'est qu'on nous récupère des données. On a une phase d'apprentissage. Alors effectivement, cette phase d'apprentissage étant non supervisée, on part sur quelque chose de référence, donc il faut souvent le mettre en place, par exemple lorsque les filtres ont été changés. Et puis ça construit un premier modèle, et puis après les modèles s'adaptent. Alors cette notion-là de phase de référence, justement, pour combler les difficultés que peut poser l'apprentissage non supervisé sur qu'est-ce qu'une référence, une des approches que nous utilisons, et je vais vous la montrer en démo, c'est de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage actif. Alors bien souvent, vous allez le voir dans BL Predict, on peut faire de l'apprentissage actif en utilisant les retours de compte rendu d'intervention, je redis, lorsqu'ils sont riches, hein, lorsqu'il y a autre chose dedans que RAS ou RAS. Voilà. Et donc là, on va proposer, en fait, lorsqu'on va détecter des anomalies à pré-diagnostiquer, ou à diagnostiquer, pardon, par les experts, on va leur proposer d'annoter très rapidement ces anomalies et de confirmer ou infirmer l'anomalie, et donc on va rentrer dans une logique d'apprentissage actif. Mais là, c'est très similaire à ce que vous a expliqué Darcy tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous changer le partage d'écran. Voilà, je vais me mettre là. Il te reste 10 minutes. Pardon, Karim, tu as dit 10 minutes, c'est ça? Merci beaucoup. Alors, la première chose, donc, bon, je remercie déjà la métropole du Havre pour faire ce projet avec nous, et puis de nous permettre de vous partager ça. Donc là, vous êtes dans BL Predict, je ne vais pas m'attarder, hein, je vais ouvrir une centrale de traitement d'air qui est surveillée typiquement par un Smart Delta P et BL Predict. Et donc, je vais aller sur une centrale de traitement d'air. Donc, je vous ouvre le tableau de bord. Alors, je vais en prendre une qui est peut-être pertinente. Voilà, je prends la 6. Et donc là, vous avez vous allez voir le tableau de bord type pour surveiller une centrale de traitement d'air. Donc, on va retrouver des infos. Cette centrale, hein, ils utilisent Carl Source, ils utilisent notre Gmao, donc on s'est récupéré des informations sur ce qui est cette centrale. On gère les objets connectés, donc on connaît leur niveau de batterie. Information très importante, on vérifie la qualité des données, leur réception, puisque effectivement, là, on est sur de l'objet autonome et sur l'Internet des objets en réseau radio longue portée. Donc, on peut avoir des pertes de trame. Voilà. Et puis, on récupère des données, vous voyez, sur la centrale de traitement d'air,
remonté par ce capteur, donc intensité, différentiel de pression. Ce qui est intéressant, c'est que cet objet, en plus, comme je vous l'ai dit, il peut envoyer une alerte, donc il peut détecter une anomalie. Et typiquement, là, il en a détecté une. Voilà. Il ne l'a pas qualifiée, mais vous voyez qu'il y a une anomalie qui est détectée. Alors, a priori, certainement dû au fait que, je ne vais pas m'attarder sur cette détection d'anomalie non supervisée, comment elle est faite, ça mériterait des heures, mais voilà, vous voyez que là, on a un point qui a été détecté. Alors, on va retrouver après d'autres informations que l'on déduit de tout ça, qui peuvent être intéressantes pour la maintenance. Bah, du coup, on peut calculer un temps de fonctionnement qui va pouvoir servir, évidemment, pour de la maintenance conditionnelle. On mesure des pourcentages d'anomalies. Il peut avoir, c'est vrai, des anomalies ponctuelles et c'est pas très grave sur l'équipement. Ce qui peut nous alerter, c'est plutôt la multiplication des anomalies dans le temps et leurs dérives. On a aussi, on va gérer des modèles puisque le système est auto-apprenant, donc il y a plusieurs versions de modèles qui peuvent arriver. Donc ça, vous pouvez le voir, savoir dans l'objet, hein, là, qui est donc dans le stade, quel est le modèle qui est utilisé. Donc là, vous voyez qu'il est toujours en phase d'apprentissage. Et voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire de l'apprentissage actif. Donc on va avoir une interface qui est celle-là. Sur laquelle, lorsqu'il va avoir beaucoup d'anomalies, les équipes techniques vont recevoir un email, une demande d'intervention, ça dépend de la modalité qui a été choisie, qui va leur dire il y a beaucoup d'anomalies sur cet équipement et il faudrait aller voir. Donc deux façons de voir, évidemment, voir les graphes de façon très précise, mais dans un premier temps, on peut parfaitement se dire il y a des anomalies parce que en fait j'ai fait une intervention de maintenance. Donc je suis allé changer le filtre, donc j'ai débranché le capteur. C'est bête, hein, mais c'est une anomalie ça. Donc je l'ai débranché, donc c'est normal. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou non, c'est autre chose. Et je vais regarder plus précisément, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le graphe. Et donc là, la personne va pouvoir valider ou invalider les périodes. Donc là, je peux dire, vous voyez, il y a eu 115 anomalies détectées le 29 mars. Et le 30 et le 31, et donc je vais pouvoir dire je les valide ou pas, oui je considère que c'est tout est juste ici, ou tout est faux, ou non en fait c'est pas ça, il y a un jour c'est vrai, il y a un jour c'est faux, et je vais pouvoir faire des validations partielles par date. Voilà, c'est juste pour vous illustrer les notions de comment on fait pour améliorer la fiabilité, la pertinence du système et son adoption et sa compréhension, parce que c'est quand même ça la finalité en termes d'aide au diagnostic par les équipes techniques. Alors, je vais vous faire l'autre cas. Je vais rester sur le stade Océane, et puis après, je reviendrai sur Alstef. Donc, sur le stade Océane, en fait, ici, vous voyez, là, j'ai fait les CTA, mais on va retrouver d'autres informations qui sont intéressantes. Il y a différents locaux qui sont monitorés, mais c'est juste pour vous montrer des cas d'usage qui intéressent forcément la direction technique, mais qui ne sont pas directement aussi fondés que sur du diagnostic de panne. Donc, si je prends des locaux, si je suis censé entretenir les centrales de traitement d'air, c'est pour le confort des usagers, et puis parfois, pour des locaux qui accueillent du public, aussi pour du respect de la réglementation. Donc là, vous avez un tableau de bord de données relevées sur un local qui est une loge, donc une loge de stade de foot, où les gens viennent regarder les matchs. On peut regarder les données de confort, avoir des alertes là-dessus. Et puis, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est les niveaux de CO2. Il y a des réglementations sur quel est le niveau de CO2 dans la salle. Donc, théoriquement, la salle dans laquelle vous êtes devra avoir un niveau de CO2 inférieur à 500 ppm pour respecter la réglementation d'un lieu accueillant du public. Je ne sais pas si c'est le cas. Si elle est bien ventilée, ça doit être le cas. Sinon, il faut ouvrir les fenêtres. Voilà, c'est pour juste vous illustrer différents cas d'usage. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'il y a une dérive trop importante dans votre cas, dans ce cas-là, ça peut indiquer un problème au-delà de ce qu'on a vu sur la CTA. C'est pour vous montrer une approche plus systémique et pas regarder que l'équipement lui-même, mais regarder son contexte et son usage. Ça peut traduire aussi le fait que l'équipement fonctionne moins bien ou qu'il y a un problème dans les gaines qui vont de la centrale de traitement d'air jusqu'à cette loge. Voilà, donc c'est une approche un peu plus systémique. Enfin, je vais passer sur le cas industriel. Alors,
je vais rester ici. Je vais passer sur le cas Alstef. Je vais vous l'expliquer, quoique je vais vous basculer quand même sur le slide parce que ça serait bien que vous compreniez le contexte. Alors, vous pourrez poser toutes les questions que j'imagine que vous voulez à Benoît, puisqu'il est dans la salle. Mais je vais quand même essayer de vous donner les éléments de contexte avant de vous montrer concrètement où on en est aujourd'hui et ce que ça apporte à Alstef Group de prendre le chemin de la maintenance, je vais appeler ça de la maintenance analytique, et d'utiliser BL Predict. Alors, donc Alstef, juste en quelques mots. Alstef Group, un groupe français spécialisé dans la manutention automatisée. Donc manutention automatisée dans différents domaines, les systèmes intralogistiques, comme on peut le voir ici au centre, évidemment tous les systèmes de manutention complètement automatisés avec les différents robots chariots élévateurs et d'autres types de robots. Et puis, une forme de manutention automatique qu'on a tendance à oublier et qui est extrêmement complexe, qui est une vraie usine, les systèmes de tri-bagages, les aéroports. Donc le projet que l'on a mené avec Alstef en co-R&D portait plutôt sur les systèmes de tri-bagages avec une volonté d'aller vers une maintenance analytique qui visait à plusieurs choses. Alstef étant à la fois le constructeur, le concepteur du système de tri-bagages et parfois le mainteneur, puisqu'il offre aussi le service de maintenance et d'exploitation pour ses clients aéroportuaires. Évidemment, il y a un bénéfice à dire, tiens, est-ce que je peux commencer à vendre ma maintenance autrement que comme un moyen, mais plutôt comme un bénéfice. Donc, par exemple, au lieu de vendre des hommes et d'un nombre d'heures, je pourrais essayer de dire ma maintenance, ce que je vous vends, c'est une garantie d'un débit de bagages par heure, quelles que soient les circonstances. Par exemple. Évidemment, pour arriver à faire ça, il faut hyper bien maîtriser sa maintenance et avoir zéro risque. Alors, vous pouvez être deux systèmes pour gérer le zéro risque. Vous faites comme on fait dans le numérique, vous faites de la redondance. Voilà. Les acteurs du numérique que nous sommes, on a des serveurs redondés, des data centers redondés, plein de trucs redondés. Ça coûte très cher. Soit vous avez une capacité d'analyse assez forte et vous redondez sur le risque maximal et sur le reste, vous avez une capacité d'analyse et une précision de la maintenance qui vous apporte des garanties. Deux types de systèmes différents, deux types d'équipements différents, des convoyeurs, donc qui servent à déplacer des bagages, qui sont plutôt dans la partie cachée de l'aéroport, qui vraiment transportent vos bagages entre l'endroit où vous les avez déposés sur la borne de départ à l'aéroport et votre avion, et puis les carousels, là où vous récupérez vos bagages quand vous atterrissez. Évidemment, il y a beaucoup d'automatisme. L'idée, c'était de séparer le contrôle-commande de la chaîne de collecte pour un tas de raisons, essentiellement quand même des raisons de sécurité, de risque, aussi de confidentialité et de propriété. Il y a une partie du système qui peut être propriétaire Alstef pour assurer sa maintenance, une partie qui est plutôt propriété de l'aéroport pour faire le contrôle-commande. Donc une chaîne de type Internet des objets qui a été mise en place, plutôt que d'aller se connecter sur les automates. De plus, les automates n'avaient pas forcément toutes les informations qui étaient souhaitées. Donc il y a eu toute une analyse pour déterminer quelles sont les modalités à observer, basées sur l'AMDEC qu'a fait Alstef. Et donc sont mesurées quatre grandeurs physiques, enfin 5 en fait, l'intensité du moteur électrique, les températures du moteur et de l'huile du motoréducteur, la vitesse de déplacement du tapis et le centrage de la bande lorsque c'est des convoyeurs à bande. Pour les carousels, un système qui mécaniquement est très différent, un ensemble de chariots qui font un système de convoyage très très long avec des formes variables et en plus qui, lui, contrairement au convoyeur qui est dans une usine où il n'y a personne, ça fonctionne, c'est entièrement automatisé, ça fonctionne tout seul, là est confronté à du public. Et donc il y a une notion de confort,
pour le public, donc que le carrousel fasse pas trop de bruit, etc., tombe pas en panne. Mais il y a aussi un risque dû à l'être humain qui est non prévisible. Voilà, il y a des gens qui peuvent monter dessus, le dégrader, etc. Youssef, tout le monde a faim. J'en ai fini. Et Benoît est d'accord pour prendre la suite. Non, j'en ai presque fini. Et donc, ce qui a été abordé, c'est juste d'abord de déterminer les modes de fonctionnement des systèmes, de traduire des comportements généraux pour avoir des dérives et d'être en capacité, du coup, de faire avec ça des prédiagnostics liés à la fois aux propriétés endogènes de l'équipement, par exemple ses roulements, est-ce que ces roulements sont en train de se dégrader, etc. Mais au contexte. Là, on est dans un cas où le contexte est très important. On peut avoir des bagages qui se bloquent, donc qui entraînent des usures beaucoup plus fortes d'un convoyeur. On peut avoir des bourrages de bagages qui s'accumulent à un endroit lorsque c'est bloqué. Mais on peut aussi avoir des bagages beaucoup plus lourds que d'autres, des gens qui jettent les bagages, etc., etc. Et donc, pour y arriver, il y a des éléments d'analyse qui ont été combinés avec la connaissance sur les modes de fonctionnement des convoyeurs pour pouvoir différencier, par exemple, pour déterminer si des roulements sont usés, on analyse l'intensité, on n'a pas d'analyse vibratoire dans ce cas-là, sur les convoyeurs. Il faut savoir distinguer l'intensité quand on est dans un mode de fonctionnement avec beaucoup de bagages ou des bourrages de bagages, ou un problème d'intensité quand le convoyeur il fonctionne à vide. Donc d'où la nécessité de savoir détecter le contexte avec différents modèles. Et puis après, on a utilisé bien sûr d'autres informations, notamment les températures, qui sont assez instructives, les dérives de température et les dérives aussi d'intensité dans les différents modes de fonctionnement, l'intensité des convoyeurs dans les différents modes de fonctionnement, pour estimer une forme de vieillissement. Donc là, on est plutôt sur, plus que du diagnostic, pouvoir faire du pronostic. Mais dit autrement, une des difficultés dans ce cas-là, c'est que pour faire un diagnostic sur est-ce qu'un convoyeur, sa bande elle est en bon état, j'ai fini, je conclue. Sa bande elle est en bon état ou pas, par exemple, ou ses roulements ils sont en bon état, évidemment il faut savoir s'il y a beaucoup de bagages dessus ou pas. Et évidemment on n'allait pas mettre des capteurs de bagages sur tous les convoyeurs, donc il a fallu estimer tous ces éléments. Voilà, j'en ai parlé pour les dérives. Je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que je vois qu'il est 12h40 et que vous voulez aller déjeuner. Donc j'en reste là et puis vous pourrez voir un peu plus de détails du coup sur la partie, je voulais vous montrer un peu plus sur la partie Alstef quand même, notamment l'analyse vibratoire qui est faite sur les carrousels, mais pour ceux qui sont présents dans la salle, vous pourrez en parler si vous voulez au déjeuner avec Benoît. Merci beaucoup. Merci.